Un millionnaire arrive en retard à son bureau pour une réunion cruciale qui déterminera l'avenir de son entreprise. Trois hommes en costume attendent impatiemment, un contrat millionnaire étalé sur la table. Impatient de conclure l'affaire qu'il croit pouvoir sauver son entreprise de la crise, il s'assied et prend la plume pour signer. C'est à ce moment critique qu'une enfant de 7 ans déboule par la porte, portant un plateau de café, et murmure « Papa, j'ai apporté le café que tu as demandé ». Le choc dans ses yeux est évident, il n'a pas d'enfant. Lorsqu'elle renverse délibérément le café sur le contrat et lui murmure à l'oreille « Ne signez pas, monsieur, c'est un piège ». Sa vie bascule pour toujours. La sueur perlait sur le front d'Eduardo Mendoza tandis qu'il montait les marches du bâtiment de bureau 3x3. L'ascenseur en panne, n'étant qu'un obstacle de plus dans une journée qui avait déjà mal commencé. Ses chaussures italiennes résonnaient sur le marbre froid, chaque pas un battement accéléré qui reflétait son cœur affolé. 45 minutes de retard, 45 minutes qui pourraient lui coûter cher. L'entreprise Mendoza et Associés était sur la corde raide financièrement depuis des mois, et cette réunion représentait sa dernière chance de salut. 3 investisseurs prêts à injecter suffisamment de capital pour non seulement le tirer de la faillite, mais aussi pour étendre ses activités à d'autres États. C'était le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie, et il était en retard. Lorsqu'il atteignit enfin le 12e étage, Eduardo s'arrêta un instant pour reprendre son souffle et ajuster sa cravate. À 52 ans, il était en bonne forme, mais l'anxiété des derniers mois avait fait des ravages. Ses cheveux gris, toujours impeccablement coiffés, montraient des signes qu'il y avait passé nerveusement les mains pendant tout le trajet. La secrétaire, une femme d'âge moyen avec d'épaisses lunettes, le regarda avec une expression mêlant soulagement et inquiétude lorsqu'il passa la réception presque en courant. « Monsieur Mendoza, ils vous attendent dans la salle de conférence depuis 14 heures, murmura-t-elle, mais Eduardo était déjà passé tel un ouragan. Le couloir qui menait à la salle de réunion ne lui avait jamais paru aussi long. Les murs revêtus de bois fin et les œuvres d'art mexicaines qui, d'ordinaire, lui inspiraient confiance et fierté pour ses réalisations, semblaient aujourd'hui se moquer de sa situation désespérée. Chaque pas le rapprochait non seulement de la réunion, mais peut-être du dernier acte de sa carrière d'homme d'affaires. Eduardo avait toujours été connu pour sa ponctualité obsessionnelle et son perfectionnisme en affaires. C'était le genre d'homme qui arrivait 15 minutes avant tout engagement, qui vérifiait les contrats 3 fois avant de les signer, qui avait bâti son empire sur la confiance mutuelle et la parole donnée. Ironiquement, c'est précisément cette confiance excessive envers ses partenaires qui l'avait mené à cette situation désespérée. Au cours des 6 derniers mois, une série d'investissements ratés et de partenariats qui s'étaient avérés frauduleux avaient englouti presque toutes les réserves de l'entreprise. Eduardo refusait de licencier des employés, dont beaucoup travaillaient avec lui depuis plus d'une décennie, et cette loyauté ne faisait qu'accélérer l'hémorragie financière. Son compte bancaire personnel était déjà utilisé pour payer les salaires, et cela ne suffirait pas beaucoup plus longtemps. La solitude pesait également sur ses épaules. Divorcé il y a 5 ans, sans enfant, Eduardo s'était entièrement consacré aux affaires, croyant que le succès professionnel compenserait l'absence d'une famille. Maintenant, face à la ruine potentielle, il percevait à quel point sa vie personnelle était vide. Il n'y avait personne pour le consoler, personne pour partager ses peurs, seulement des employés préoccupés par leur propre emploi et des avocats qui facturaient des honoraires. Lorsqu'il arriva enfin à la porte de la salle de conférence, Eduardo respira profondément et ajusta les poignets de sa chemise. À travers le verre dépoli, il pouvait voir les silhouettes de 3 hommes assis autour de la table en acajou. L'odeur familière du cuir des fauteuils et le son assourdi de l'air conditionné créaient une atmosphère qui, en d'autres circonstances, aurait été réconfortante. Aujourd'hui, elle semblait oppressive. Il tourna la poignée dorée, força un sourire confiant et entra dans la pièce. « Messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. » La circulation était infernale, et ses mots moururent lorsqu'il vit les expressions impatientes des 3 hommes en costume sombre qui l'attendaient. Sur la table, éparpillées de manière presque théâtrale, se trouvaient les pages du contrat qui allait changer sa vie à jamais. Roberto Santana, le plus grand des 3 hommes, se leva du fauteuil d'un mouvement brusque qui fit légèrement trembler la table. Ses yeux, petits et perçants, se fixèrent sur Eduardo avec une intensité gênante. 45 minutes, Mendoza. N'importe où ailleurs, cela serait considéré comme un manque de respect. Eduardo sentit le sang lui monter au visage, mais garda son sang-froid. « Je comprends parfaitement votre irritation, Roberto. Je peux vous assurer que cela ne reflète en rien mon sérieux concernant cette association.
Il tira la chaise au bout de la table, celle qu'il occupait toujours lors de ses réunions, tentant de reprendre un certain contrôle sur la situation. Carlos Ferreira, un homme rondelet avec une moustache poivre et sel, resta assis, mais tambourinait nerveusement des doigts sur le cuir de la mallette qu'il avait à côté de lui. Le temps, c'est de l'argent, Eduardo, et nous avons tous les trois annulé des engagements importants pour être ici aujourd'hui. J'espère que vous êtes venus prêts à boucler cette affaire une fois pour toutes. Le troisième homme, Marcelo Torres, plus jeune que les deux autres, mais tout aussi bien habillé, parcourait les pages du contrat d'un mouvement mécanique. Il y avait quelque chose dans ses gestes qu'Eduardo ne pouvait pas déchiffrer entièrement, une anxiété qui semblait aller au-delà de la simple impatience. Les conditions restent les mêmes que celles que nous avons discutées par téléphone, dit Marcelo sans lever les yeux du document. 15 millions de pesos injectés immédiatement, plus 5 millions dans 6 mois en échange de 40% de l'entreprise. Eduardo hocha la tête, bien qu'une partie de lui hésita encore. C'était un pourcentage élevé, mais ses options étaient limitées. J'aurais besoin de revoir certaines clauses avant de signer. Quoi, réviser? Interrompit Roberto, sa voix empreinte d'incrédulité. Eduardo, nous avons déjà envoyé un procès-verbal complet il y a 2 semaines. Vous avez eu amplement le temps d'analyser chaque virgule avec vos avocats. La pression dans la pièce augmenta perceptiblement. Eduardo pouvait sentir le poids des regards des 3 hommes sur lui, comme s'ils étudiaient chaque micro-expression de son visage. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans leur façon de l'observer, une intensité qui allait au-delà de ce qui serait normal dans une négociation commerciale. Carlos se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table. Écoutez, Eduardo, nous ne sommes pas les seuls intéressés par l'investissement dans des entreprises de votre secteur. Si vous n'êtes pas prêt à conclure cette affaire aujourd'hui, il serait peut-être préférable que nous cherchions d'autres opportunités. La menace voilée frappa Eduardo comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait que d'autres opportunités comme celle-là n'apparaîtraient pas. Au cours des derniers mois, il avait frappé à la porte de dizaines d'investisseurs et la plupart n'avaient même pas accepté une réunion. Sa réputation sur le marché était endommagée et des rumeurs circulaient sur ses difficultés financières. Ce n'est pas une question d'être prêt, répondit Eduardo, essayant de garder une voix ferme. C'est une question de responsabilité. Cette entreprise représente 20 ans de travail et je dois m'assurer de prendre la bonne décision. Marcelo leva finalement les yeux du contrat et Eduardo remarqua une étrange lueur en eux. 20 ans de travail qui peuvent disparaître dans les 2 prochains mois si vous n'agissez pas rapidement. Vos créanciers n'attendront pas éternellement, Eduardo. La mention des créanciers fut comme remuer le couteau dans la plaie. Eduardo savait que les 3 hommes avaient fait leur devoir, enquêté minutieusement sur sa situation financière avant de faire la proposition, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Marcelo l'avait dit, comme s'il connaissait des détails qui ne devraient pas être de notoriété publique. Roberto reprit sa place à table, mais resta au bord de la chaise, prêt à se lever à tout moment. Écoutez, Eduardo, nous sommes venus ici avec une proposition juste et de l'argent réel. Si vous voulez continuer à philosopher sur la responsabilité pendant que votre entreprise coule, c'est votre problème. Mais nous n'avons pas toute la journée. Le ton agressif de Roberto éveilla une étincelle d'irritation chez Eduardo. Tout au long de sa carrière, il avait été traité avec respect et considération par ses partenaires commerciaux. Cette attitude arrogante était complètement nouvelle pour lui et, un instant, il se demanda s'il voulait vraiment s'associer à ces hommes. Cependant, la réalité financière pesait plus lourd que l'inconfort personnel. Eduardo prit le stylo Mont Blanc qu'il portait toujours dans la poche intérieure de sa veste, un cadeau qu'il s'était fait à lui-même lorsqu'il avait signé son premier grand contrat 20 ans plus tôt. Le métal froid entre ses doigts lui donna une étrange sensation d'adieu. Très bien, dit-il finalement, positionnant le stylo sur la première page du contrat. Réglons cela une fois pour toutes. Les 3 hommes se regardèrent rapidement et Eduardo capta un éclair de satisfaction sur leur visage. La pointe du stylo Mont Blanc n'était qu'à 2 cm de la ligne pointillée lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit avec un léger grincement. Eduardo leva les yeux, s'attendant à voir sa secrétaire avec une excuse pour un appel urgent, mais à la place, une petite fille entra, portant un plateau d'argent avec une tasse de café fumant. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, avec des cheveux châtains foncés attachés en 2 tresses ébouriffées et une simple robe bleue qui semblait trop grande pour son corps frêle. Ses grands yeux expressifs se fixèrent immédiatement sur Eduardo, ignorant complètement les 3 hommes qui l'observaient avec une irritation croissante. « Papa » dit-elle d'une voix claire et décidée.
S'approchant de la table à pas prudents pour ne pas renverser le café, « Je vous ai apporté le café que vous avez demandé. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Eduardo eut l'impression que le monde avait cessé de tourner autour de lui. Le stylo lui glissa des doigts et roula sur la table en produisant un bruit métallique qui résonna dans la pièce comme un coup de feu. Il regarda la petite fille avec une expression d'absolu étonnement. Ses lèvres bougeaient sans produire de son. Roberto fut le premier à rompre le silence. Sa voix chargée d'impatience, « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet enfant ?» Il regarda autour de la pièce comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse pour expliquer l'étrange situation. Eduardo retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît comme un murmure rauque. « Moi, je n'ai pas d'enfant. » Ces mots semblaient adressés plus à lui-même qu'aux autres personnes présentes dans la pièce. « Je n'ai pas d'enfant. » La petite fille continua de s'approcher, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Eduardo. Il y avait une étrange détermination dans son regard, un sérieux qui semblait inapproprié pour quelqu'un d'aussi jeune. Lorsqu'elle arriva à côté de sa chaise, elle posa le plateau sur la table avec la précaution exagérée d'une enfant cherchant à impressionner les adultes. Carlos se pencha en avant, son visage rouge d'irritation. « Écoute, petite fille, tu t'es trompée d'endroit. C'est une réunion privée d'adultes. Où est ta maman ? » Mais la petite fille ne prêta aucune attention à Carlos. Au lieu de cela, elle se pencha vers Eduardo, si près que lui seul pouvait l'entendre. Ces mots, murmurés avec une urgence désespérée, lui tombèrent dessus comme une douche froide. « Ne signez pas, monsieur, c'est un piège. Ils veulent tout vous voler. » Eduardo sentit le sang se figer dans ses veines. Il regarda les yeux de la petite fille et y vit quelque chose qui le troubla profondément. Elle était sérieuse. Il n'y avait là aucun jeu d'enfant, aucune fantaisie ou imagination. Il y avait une peur réelle, une urgence véritable. Avant qu'il ne puisse répondre ou poser la moindre question, la petite fille se redressa et, d'un mouvement qui sembla délibérément maladroit, renversa la tasse de café sur le contrat. Le liquide sombre se répandit rapidement sur les pages, tachant l'encre et rendant plusieurs clauses complètement illisibles. « Oh non !» s'exclama-t-elle, portant les mains à son visage dans une expression d'horreur parfaitement mise en scène. « Pardon, papa, c'était pas fait exprès. » Le chaos éclata immédiatement. Roberto sauta de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge électrique. « Maudite, le contrat est ruiné. » Il commença à essayer de nettoyer les pages avec des serviettes en papier, mais c'était inutile. L'encre s'étendait et maculait de plus en plus. Marcelo se joignit à l'effort de sauvetage frénétique, ses mains tremblant visiblement tandis qu'il tentait de séparer les pages mouillées. « Nous avons besoin d'un autre contrat immédiatement. Nous ne pouvons plus perdre de temps. » Carlos resta assis, mais Eduardo remarqua que ses poings étaient serrés sur la table, les jointures blanches de tension. Comment une enfant a-t-elle pu passer la sécurité du bâtiment, où diable était la réceptionniste? Eduardo, cependant, était entièrement concentré sur la petite fille. Elle le regardait avec une expression mêlant peur et espoir, comme si elle venait de jouer sa dernière carte dans un jeu dont il ne comprenait pas encore toutes les règles. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'observait, attendant sa réaction, qui lui fit comprendre que cela n'avait pas été un accident. L'urgence dans son murmure résonnait encore dans son esprit. C'est un piège. Ils veulent tout vous voler. Comment une enfant de 7 ans pouvait-elle savoir une chose pareille? Et pourquoi était-elle prête à prendre un tel risque pour l'avertir? Eduardo se leva lentement de sa chaise, ses yeux alternant entre la courageuse fillette et les 3 hommes qui semblaient plus désespérés de sauver le contrat que ce qui serait normal dans des circonstances ordinaires. Eduardo resta debout à côté de la petite fille, son esprit travaillant frénétiquement pour traiter ce qui venait de se passer. L'avertissement de celle-ci résonnait dans ses oreilles comme une alarme silencieuse tandis qu'il observait la réaction exagérée des 3 hommes face à l'accident avec le café. Quelque chose n'allait définitivement pas. « Nous devons résoudre cela immédiatement », déclara Roberto. Sa voix chargée d'une anxiété qui semblait disproportionnée à la situation. « J'ai un autre engagement dans 1 heure et je ne peux pas le reporter à nouveau. » Eduardo se pencha et posa doucement la main sur l'épaule de la petite fille. « Ma petite, peux-tu me dire ton nom ?» Sa voix était basse, presque paternelle, mais ses yeux restaient alertes, observant chaque réaction des hommes autour de la table. « Sofia » répondit-elle à voix basse, entrelaçant nerveusement ses petits doigts. « Sofia Santos, ma maman travaille ici en tant qu'agent d'entretien.
La révélation tomba sur Eduardo comme si une pièce du puzzle se mettait en place. Il se souvenait vaguement d'avoir approuvé l'embauche d'une nouvelle employée de nettoyage quelques semaines auparavant, mais il n'avait jamais prêté attention à ces détails personnels. L'entreprise sous-traitait ses services et il interagissait rarement avec le personnel de soutien. Carlos frappa la table du poing, faisant sauter les restes de la tasse brisée. C'est inadmissible. Une enfant ne devrait pas circuler librement dans les étages de direction pendant des réunions importantes. Calme-toi, Carlos, dit Eduardo, mais sa voix portait une nouvelle autorité, une fermeté qui n'était pas présente au début de la réunion. Sofia, peux-tu me dire exactement ce que tu as entendu qui t'a fait penser que c'était un piège? Sofia regarda autour de la pièce, ses yeux s'arrêtant brièvement sur chacun des 3 hommes avant de revenir à Eduardo. J'étais en train de jouer dans le couloir quand ils sont arrivés plus tôt. Je les ai entendus parler entre eux avant que vous n'arriviez. Marcelo se leva brusquement, faisant tomber des papiers dans le processus. C'est ridicule. Nous perdons notre temps à écouter les fantasmes d'une enfant. Eduardo, soyez raisonnable. Mais Eduardo ne se sentait plus raisonnable. Pour la première fois depuis des mois, son intuition d'homme d'affaires, celle qui l'avait guidé pendant 2 décennies d'affaires réussies, activait toutes les alarmes dans son esprit. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de Sofia. Sofia, peux-tu répéter exactement ce que tu as entendu? Chaque mot que tu parviens à te souvenir. La petite fille déglutit, visiblement nerveuse sous le poids des regards des adultes, mais sa voix resta ferme. Ils ont dit que vous alliez signer votre propre ruine et qu'après aujourd'hui, vous ne commanderiez plus jamais votre entreprise. L'homme grand a dit que vous étiez idiot de leur faire confiance. Le silence qui s'ensuivit était chargé d'une tension électrique. Eduardo pouvait entendre son propre cœur battre tandis qu'il traitait les mots de la petite fille. Lentement, il se redressa et regarda Roberto, dont le visage avait perdu toute couleur. C'est intéressant, dit Eduardo, sa voix dangereusement calme. Comment se fait-il que vous sembliez si désespéré que je signe ce contrat immédiatement? En 20 ans d'affaires, je n'ai jamais vu d'investisseurs authentiques aussi pressés. Roberto tenta de retrouver son calme, mais sa voix sortit un ton plus haut que la normale. Eduardo, êtes-vous vraiment prêt à ruiner une opportunité de salut en vous basant sur les fantasmes d'une enfant? C'est de la paranoïa. Peut-être, Eduardo hocha la tête, retournant à sa chaise, mais restant debout derrière elle. Mais la paranoïa sauve parfois des entreprises. Sofia, reconnaîtrais-tu leur voix si tu les entendais à nouveau? Oui, monsieur, répondit-elle sans hésiter, désignant directement Roberto. C'était sa voix qui a dit que vous étiez idiot. Roberto devint livide. C'est une accusation absurde. Je n'ai jamais. Quoi? Interrompit Eduardo, sa voix tranchante. Vous n'avez jamais dit que j'étais idiot ou vous ne l'avez jamais pensé? Parce que ce sont 2 choses très différentes, Roberto. Carlos tenta d'intervenir en prenant un ton conciliateur. Eduardo, s'il vous plaît, soyez sensé. Nous sommes tous nerveux et fatigués. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion à demain, lorsque nous pourrons avoir une copie propre du contrat. Et non, dit fermement Eduardo, si vous êtes des investisseurs légitimes, cela ne vous dérangera pas d'attendre pendant que j'examine ce contrat plus attentivement. Après tout, c'est mon entreprise qui est en jeu. Il se pencha sur la table et commença à séparer les pages tachées de café, ignorant les protestations des 3 hommes. Pour la première fois, il lisait réellement les clauses avec attention, ne se contentant pas de les survoler comme il l'avait fait dans la version qu'il avait reçue par email. Sofia resta à ses côtés, observant tout avec ses grands yeux attentifs. Eduardo pouvait sentir la bravoure émanant de la petite fille, une bravoure qui l'inspirait à faire confiance à nouveau à ses instincts d'homme d'affaires. Et c'est alors qu'il vit la première clause suspecte, cachée à la page 3, écrite dans un langage juridique complexe que peu d'entrepreneurs parviendraient à déchiffrer rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit pleinement ce qu'il était sur le point de signer. Eduardo lut la clause une 2e fois, puis une 3e, sentant le sang se glacer progressivement à chaque mot. Caché dans le langage juridique alambiqué de la page 3, se trouvait une disposition qui transférerait automatiquement le contrôle majoritaire de l'entreprise aux investisseurs. Si un retard de paiement des dividendes de plus de 30 jours survenait, compte tenu que l'entreprise était déjà confrontée à des difficultés de trésorerie, cette clause était pratiquement une garantie qu'il perdrait le contrôle total de son empire en quelques semaines. Ce n'était pas un investissement, c'était une acquisition hostile déguisée.
Intéressant, murmura Eduardo en désignant le paragraphe spécifique. Cette clause ici, sur le transfert de contrôle des actions, je ne me souviens pas que nous l'ayons discutée lors des négociations préliminaires. Marcelo se pencha sur la table, essayant de voir ce qu'Eduardo désignait, mais son expression dénotait une nervosité croissante. Ce ne sont que des formalités légales standards, Eduardo. Des protections normales pour les investisseurs en cas de manquement. Eduardo compléta, sa voix prenant un ton dangereusement bas, un manquement qui, compte tenu de l'état actuel de l'entreprise, serait pratiquement inévitable d'ici 2 mois. Sofia restait à ses côtés, observant tout avec une attention impressionnante pour une enfant de son âge. Eduardo perçut qu'elle suivait la conversation avec une compréhension qui allait au-delà de ce qui était attendu, comme si elle avait déjà entendu des discussions similaires auparavant. Roberto tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix portait une note de désespoir mal dissimulée. Eduardo complique inutilement quelque chose qui devrait être simple. Si vous ne nous faites pas confiance, il serait peut-être préférable que nous annulions toute la négociation. Peut-être bien, répondit Eduardo, continuant d'examiner le document. Mais avant cela, autre chose m'intrigue. Comment avez-vous su exactement quelle était ma situation financière? Certains détails que vous avez mentionnés sont des informations que je n'ai pas partagées publiquement. Le silence qui s'ensuivit était chargé de tension. Les 3 hommes se regardèrent rapidement et Eduardo capta une communication silencieuse entre eux qui confirma ses soupçons croissants. Carlos fut le premier à tenter une explication. Nous avons fait notre diligence raisonnable. Bien sûr, tout investisseur sérieux enquête sur la situation financière d'une entreprise avant d'eux. Diligence raisonnable, répéta Eduardo, tournant la page suivante du contrat, qui incluait de parler à mes employés, d'accéder à des documents internes, car vous avez mentionné des détails spécifiques sur mes créanciers que même mon comptable ne connaît pas entièrement. Sofia toucha doucement le bras d'Eduardo, attirant son attention. Quand il se pencha pour l'entendre, elle murmura, l'homme à la moustache a dit que quelqu'un de l'intérieur les aidait. Il a dit que cette personne connaissait tous vos secrets. Eduardo eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La trahison n'était pas seulement externe. Il y avait quelqu'un dans sa propre entreprise, quelqu'un en qui il avait confiance, qui collaborait avec ses hommes, quelqu'un ayant accès aux informations les plus sensibles de ses affaires. Il regarda à nouveau les 3 hommes, les voyant maintenant avec une clarté douloureuse. L'anxiété excessive, la hâte inexplicable, la connaissance détaillée de sa situation financière, tout prenait sens dans le contexte d'un coup monté élaboré. Vous savez? Dit Eduardo, fermant le contrat et le poussant vers le centre de la table, en 20 ans d'affaires, j'ai appris à reconnaître quand quelqu'un essaie de me tromper. Et vous, messieurs, vous n'êtes pas des investisseurs. Marcelo se leva brusquement, son masque de professionnalisme tombant finalement. Vous commettez une grave erreur, Eduardo. C'est peut-être votre dernière chance de sauver quelque chose de votre entreprise. Oh, répliqua Eduardo en se levant également. Et ce pourrait être ma première occasion de découvrir qui, au sein de ma propre entreprise, collabore avec vous. Roberto frappa la table du poing, faisant sursauter légèrement Sofia. Vous devenez paranoïaque et irrationnel. Une enfant vous remplit la tête de fantasmes et vous jetez à la poubelle l'opportunité de votre vie. Eduardo posa protectrice sa main sur l'épaule de Sofia. Cet enfant a peut-être sauvé mon entreprise. Et quant à vous, messieurs, je vous suggère de quitter mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Les 3 hommes commencèrent à ramasser leurs papiers d'un mouvement brusque, mais Eduardo remarqua que le regard envers Sofia était devenu hostile. Il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont il l'observait, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Carlos fut le dernier à se lever et sa voix portait une menace voilée lorsqu'il dit « Vous regretterez cette décision, Eduardo, et vous regretterez d'avoir écouté les conseils de personnes qui ne devraient pas se mêler des affaires d'adultes. » Lorsque la porte se referma derrière eux, Eduardo ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Sofia avait sauvé son entreprise, mais il avait le sentiment croissant que la bataille ne faisait que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation dans la salle de conférence, et Eduardo ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. Chaque ombre dans le couloir, chaque employé qui évitait son regard direct, chaque appel téléphonique dont le signal se coupait augmentait sa paranoïa croissante. Quelqu'un dans sa propre entreprise avait trahi sa confiance, et il ne savait toujours pas qui. Le jeudi matin, Eduardo descendit au 2e étage pour la première fois depuis des années, cherchant la mère de Sofia.
L'étage abritait les services administratifs secondaires et les zones de soutien, un monde complètement différent de l'environnement exécutif du 12e étage. L'odeur de produits de nettoyage mêlée à l'arôme de café réchauffé créait une atmosphère qui lui était étrangère. Il trouva Carmen Santos en train d'organiser un chariot de fournitures près des ascenseurs. C'était une petite femme, probablement vers la fin de la trentaine, avec des cheveux foncés, attachés en un chignon pratique, et des mains qui témoignaient de longues années de travail acharné. Lorsqu'elle vit Eduardo s'approcher, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de nervosité. « Monsieur Mendoza, dit-elle, faisant une petite révérence. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec Sofia mardi. Elle n'aurait pas dû monter à votre étage. Je vous promets que cela ne se reproduira pas. » Eduardo étudia son visage, cherchant des signes de sincérité. Carmen semblait sincèrement préoccupée, mais il y avait aussi de la peur dans ses yeux. Pas la peur respectueuse d'une employée devant son patron, mais quelque chose de plus profond et de personnel. « En fait, Carmen, je suis venu ici pour remercier votre fille, dit Eduardo gentiment. Sofia a peut-être évité que je commette une grave erreur. Vous avez une fille très intelligente. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Carmen. Elle a toujours été trop curieuse pour son propre bien. Mais je jure que je ne lui ai pas appris à se mêler des affaires d'adultes. Elle a fait cela de sa propre initiative et c'est exactement ce qu'elle aurait dû faire, assura Eduardo. Carmen, puis-je vous demander depuis combien de temps vous travaillez ici? 3 semaines, monsieur. J'ai obtenu cet emploi par l'intermédiaire de l'entreprise sous-traitante Limpieza Efficiente, SA. De CV. J'avais vraiment besoin de cette opportunité. Je suis mère célibataire et... Sa voix se brisa comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Eduardo perçut sa vulnérabilité et ressentit un pincement de culpabilité de ne pas mieux connaître les employés qui faisaient fonctionner son entreprise. Carmen, vous Sofia, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours, des gens qui posent des questions sur vous? Avant qu'elle ne puisse répondre, Rodrigo Almeida, superviseur du département administratif, apparut dans le couloir. Eduardo avait toujours considéré Rodrigo comme un employé exemplaire. 15 ans dans l'entreprise. Il connaissait chaque détail des opérations internes. Il avait accès à pratiquement tous les documents financiers. « Monsieur Eduardo » dit Rodrigo avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise de vous voir ici. Un problème avec les services de nettoyage ?» Il y avait quelque chose dans la façon dont Rodrigo regarda Carmen qui attira l'attention d'Eduardo. C'était un regard rapide, presque imperceptible, mais chargé de sens. Carmen, à son tour, sembla légèrement se recroqueviller en présence de Rodrigo. « Aucun problème, répondit Eduardo, gardant une voix décontractée. Juste pour vérifier si tout se passe bien dans les étages inférieurs. Parfois, nous, au niveau de la direction, perdons le pouls de ce qui se passe dans le reste de l'entreprise. » Rodrigo rit, mais le son sortit forcé. « Eh bien, vous pouvez être tranquille. Tout fonctionne parfaitement. Carmen s'est montrée une employée très dévouée, n'est-ce pas, Carmen ?» Carmen hocha rapidement la tête, mais Eduardo remarqua que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle réorganisait les articles dans le chariot. « Oui, monsieur Rodrigo, très dévoué. »« Excellent, » dit Eduardo, mais ses instincts activaient toutes les alarmes. « Rodrigo, pourriez-vous passer à mon bureau plus tard? J'aimerais revoir certains rapports avec vous. » L'expression de Rodrigo vacilla pendant une fraction de seconde. « Bien sûr, monsieur Eduardo. À quelle heure cela vous conviendrait-il? Disons, 17 heures, après les heures normales. Ce sera une conversation privée. » Lorsqu'Eduardo s'éloigna, il entendit Rodrigo murmurer quelque chose à Carmen d'un ton bas et urgent. Il ne parvint pas à distinguer les mots, mais le ton était clairement menaçant. Eduardo sentit un frisson lui parcourir le dos. Il commençait à soupçonner qu'il avait trouvé son traître. Cet après-midi-là, en attendant Rodrigo dans son bureau, Eduardo fit quelques appels discrets pour vérifier les références professionnelles de son superviseur administratif. Ce qu'il découvrit le glaça. Rodrigo avait menti sur son expérience antérieure et l'une de ses références précédentes était liée à une société de conseil qui avait fait l'objet d'une enquête pour fraude d'entreprise. Lorsque Rodrigo frappa à la porte à 17h pile, Eduardo était prêt pour la conversation la plus difficile de sa carrière. Mais avant même de pouvoir commencer, son téléphone sonna avec un appel qui allait tout changer.
C'était Carmen et sa voix était chargée de panique. Monsieur Eduardo, j'ai besoin d'aide. Ils ont dit qu'ils allaient me licencier demain à cause de ce que Sofia a fait, et il y a plus. Ils répandent des mensonges sur moi, disant que je vole du matériel de bureau. Eduardo regarda Rodrigo, qui était confortablement assis dans le fauteuil en cuir devant son bureau, apparemment inconscient de l'appel qu'il venait de recevoir. L'expression décontractée de Rodrigo contrastait dramatiquement avec le désespoir dans la voix de Carmen, et cette dissonance confirma les soupçons croissants d'Eduardo. Rodrigo, dit Eduardo en mettant le téléphone sur haut-parleur sans prévenir. Carmen m'appelle avec quelques préoccupations concernant son emploi. Peut-être pouvez-vous les clarifier. Le changement dans l'expression de Rodrigo fut instantané. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la voix de Carmen résonna dans le bureau. Monsieur Eduardo, ils disent qu'ils ont trouvé des produits de nettoyage dans mon sac, mais je jure que je n'ai rien pris. Et ils disent que Sofia est malpolie et qu'elle dérange les employés de la direction. Eduardo garda les yeux fixés sur Rodrigo tandis qu'il répondait, « Carmen, pouvez-vous me dire exactement qui fait ces accusations ?» C'était Monsieur Rodrigo. La voix de Carmen trembla à travers le haut-parleur. Il a dit qu'il avait des témoins. Mais, Monsieur Eduardo, je n'ai jamais rien volé de ma vie et Sofia voulait juste aider quand elle est montée pour apporter le café. Rodrigo sauta de sa chaise, son visage prenant une couleur rouge intense. Eduardo, c'est un malentendu. Cette femme essaie clairement de créer des problèmes parce qu'elle sait qu'elle sera renvoyée pour mauvaise conduite. Asseyez-vous, Rodrigo. Ordonna Eduardo d'une voix qui coupa l'air comme une lame. Pour la première fois en 15 ans, il vit une peur réelle dans les yeux de son superviseur administratif. Carmen, où êtes-vous maintenant? Au parking, monsieur. Je n'ai pas voulu entrer dans le bâtiment parce que monsieur Rodrigo a dit qu'il appellerait la sécurité s'il me voyait. Eduardo se leva. Sa décision était prise. Montez à mon bureau immédiatement. La sécurité ne vous dérangera pas. J'ai quelques questions à poser. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Carmen, le silence dans le bureau était assourdissant. Rodrigo jouait nerveusement avec ses doigts, ses yeux évitant le regard pénétrant d'Eduardo. 15 ans de confiance mutuelle s'effondraient en quelques minutes. Rodrigo, dit finalement Eduardo, je vais vous poser une question simple et je vous suggère de bien réfléchir avant de répondre. Avez-vous eu un contact avec Roberto Santana, Carlos Ferreira ou Marcelo Torres avant la réunion de mardi? L'hésitation de Rodrigo fut une réponse suffisante, mais lorsqu'il parla finalement, sa voix était chargée de désespoir. Eduardo, vous ne comprenez pas la situation. Votre entreprise coule depuis des mois. Ils m'ont offert une opportunité de me trahir? Compléta Eduardo, ressentant une douleur profonde dans la poitrine. 15 ans, Rodrigo. 15 ans à travailler côte à côte et vous m'avez vendu pour de l'argent. Ce n'était pas pour l'argent. Explosa Rodrigo, montrant enfin son vrai visage. C'était pour la survie. Vous vivez dans une bulle, Eduardo, ne voyez-vous pas que cette entreprise va faire faillite avec ou sans vous? Au moins de cette façon, certains d'entre nous auraient pu garder leur emploi. La porte s'ouvrit et Carmen entra, visiblement agitée, Sofia s'accrochant à sa main. La petite fille regarda autour du bureau luxueux avec de grands yeux, mais lorsqu'elle vit Rodrigo, elle se cacha instinctivement derrière sa mère. Sofia, dit Eduardo gentiment, te souviens-tu des hommes qui étaient dans la salle de réunion mardi? Sofia hocha la tête, toujours partiellement cachée derrière Carmen. Les as-tu vus parler à quelqu'un d'autre du bâtiment avant ou après la réunion? Sofia désigna directement Rodrigo. Oui, monsieur. Je les ai vus parler avec lui au parking quand ma maman est venue me chercher hier. Il parlait fort et semblait en colère. Rodrigo devint livide. Cela ne prouve rien. Une enfant peut avoir imaginé. Rodrigo. Interrompit Eduardo, sa voix froide comme la glace. Arrêtez de mentir. Carmen, les accusations contre vous sont complètement fausses. En fait, j'aimerais vous offrir un nouveau poste d'assistante personnelle de sécurité, quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour assurer la sécurité de Sofia pendant que j'enquête complètement sur cette conspiration. Carmen le regarda avec surprise et gratitude, mais Rodrigo explosa. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. 15 ans dans l'entreprise. 15 ans que vous venez de jeter à la poubelle, répondit Eduardo. Sécurité.
Lorsque les gardes entrèrent, Eduardo ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il avait découvert son traître, mais la trahison de Rodrigo avait laissé une blessure profonde. Plus important encore, il perçut que Carmen et Sofia étaient en danger réel. Les conspirateurs ne se rendraient pas facilement. Tandis que Rodrigo était escorté dehors, il cria par-dessus son épaule, « Vous croyez que c'est fini, Eduardo ? Ils savent où elle vit. Ils savent tout sur vous. » Les mots glacèrent le sang d'Eduardo, regardant Sofia, qui s'accrochait maintenant autant à sa mère qu'à lui. Il comprit que la bataille ne faisait que commencer et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sauver son entreprise, il s'agissait de protéger la famille qu'il ne savait pas avoir toujours désirée. Le lendemain matin, Eduardo arriva au bureau avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. La trahison de Rodrigo, bien que douloureuse, avait clarifié ses priorités d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il ne s'agissait plus seulement de sauver son entreprise, il avait maintenant des personnes réelles qui dépendaient de sa protection. Carmen et Sofia attendaient dans le hall de la réception quand il arriva, toutes deux portant de petites valises. Eduardo avait insisté pour qu'elle passe la nuit dans un hôtel de son choix, loin de l'appartement où elle vivait, jusqu'à ce qu'il puisse mieux évaluer le niveau de menace auquel elle faisait face. « Comment avez-vous dormi ?» demanda Eduardo en remarquant les cernes sous les yeux de Carmen. « Sofia a bien dormi », répondit Carmen, évitant de mentionner qu'elle-même avait passé la nuit blanche à regarder par la fenêtre à chaque bruit. « Monsieur Eduardo, je n'arrive toujours pas à croire que vous fassiez tout cela pour nous. Nous sommes pratiquement des étrangères. » Eduardo s'agenouilla devant Sofia, qui tenait fermement la main de sa mère. « Sofia, te souviens-tu quand tu m'as appelé papa dans la salle de réunion ?» Sofia hocha la tête, ses grands yeux fixés sur son visage. « Savais-tu que je n'ai jamais eu d'enfant ? Je n'ai jamais eu de vraie famille. »« Pourquoi pas, monsieur ?» demanda Sofia avec la curiosité directe des enfants. Eduardo sourit tristement, « Parce que j'ai passé tellement de temps à construire mon entreprise que j'ai oublié de construire de vraies relations. Mais tu m'as rappelé quelque chose de très important, que certaines personnes valent plus que tous les contrats du monde. » Carmen sentit des larmes se former dans ses yeux. Pendant des années, elle avait lutté seule pour élever Sofia, travaillant à plusieurs emplois, toujours préoccupée de savoir si ce serait suffisant. La gentillesse d'Eduardo était quelque chose qu'elle ne savait pas comment accepter. Eduardo se leva et s'adressa à la réceptionniste. « Marina, Carmen Santos est ma nouvelle assistante personnelle. S'il vous plaît, fournissez-lui un bureau au 11e étage près du mien, et je veux que notre équipe informatique configure un système de surveillance de sécurité supplémentaire à tous les étages. » Au cours de la semaine suivante, Eduardo mit en œuvre des changements qui transformèrent complètement la dynamique de l'entreprise. Carmen démontra une intelligence organisationnelle impressionnante, réussissant à systématiser des dossiers qui étaient en désordre depuis des années. Sofia, de son côté, commença à fréquenter une école privée près du bâtiment, où Eduardo pouvait garantir sa sécurité, mais les conspirateurs n'avaient pas disparu. Eduardo commença à remarquer des signes subtils qu'il était surveillé. Des employés d'entreprises partenaires posaient des questions étranges sur des changements récents dans son équipe. Son compte bancaire personnel fit l'objet de tentatives d'accès non autorisées, et à 2 reprises, Carmen remarqua la même voiture sombre garée devant l'école de Sofia. « Ils testent nos défenses », expliqua Eduardo à Carmen lors d'une réunion privée dans son bureau. « Ils veulent savoir à quel point nous sommes protégés, à quel point je prends la menace au sérieux. » Carmen se pencha en avant, ses mains jointes nerveusement. « Eduardo, il serait peut-être préférable que Sofia et moi disparaissions simplement, que nous déménagions dans une autre ville. Vous ne devriez pas avoir à porter ce fardeau à cause de nous. » Carmen. Dit fermement Eduardo, « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes. » Il s'arrêta, luttant pour trouver les mots justes. « Vous êtes la famille que je n'ai jamais su vouloir, et je n'abandonne pas ma famille. » Le mot « famille » flotta dans l'air entre eux, chargé de signification et de possibilités qu'aucun des deux n'avait pleinement envisagées auparavant. Carmen sentit son cœur s'accélérer, non seulement à cause de la protection qu'Eduardo offrait, mais aussi à cause de la sincérité dans ses yeux. Sofia, qui coloriait des dessins sur une petite table dans le coin du bureau, leva la tête. « Maman, cela veut dire que monsieur Eduardo va être mon vrai papa ?» Le silence qui s'ensuivit fut chargé d'émotion. Eduardo regarda Carmen, voyant non seulement de la gratitude dans ses yeux, mais quelque chose de plus profond, une connexion qui avait grandi progressivement entre eux au cours de ces jours intenses.
Sofia, dit Eduardo avec précaution, cela signifierait-il que tu aimerais que je le sois? Oui. S'exclama Sofia, sautant de sa chaise et courant l'embrasser. Vous êtes le premier adulte qui m'a écouté quand j'ai dit que quelque chose n'allait pas. Et vous protégez ma maman. Eduardo serra l'enfant dans ses bras, ressentant une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Quand il regarda Carmen par-dessus la tête de Sofia, il vit des larmes de bonheur dans ses yeux, mais son bonheur fut interrompu lorsque Marina frappa urgemment à la porte. Monsieur Eduardo, il y a des hommes du fisc ici en bas. Ils disent qu'ils ont un mandat d'enquête sur des irrégularités fiscales de l'entreprise. Eduardo descendit dans le hall, le cœur battant à tout rompre, Carmen et Sofia restant en sécurité dans le bureau. Dans le hall d'accueil, 3 hommes en costume gris attendaient avec des mallettes en cuir et des expressions solennelles. Le chef, un homme mince à lunettes, présenta son identification avec une efficacité bureaucratique. Monsieur Eduardo Mendoza, je suis l'auditeur fiscal Antonio Robles. Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant de possibles irrégularités dans vos déclarations fiscales des 2 dernières années. Nous avons une ordonnance judiciaire pour examiner vos livres comptables. Eduardo examina les documents présentés, son cerveau d'homme d'affaires traitant rapidement les implications. Le timing de l'enquête n'était pas une coïncidence, c'était clairement le coup suivant des conspirateurs, utilisant les canaux officiels pour le détruire légalement. Naturellement, je coopérerai entièrement, répondit Eduardo, gardant sa voix calme. Puis-je demander la nature spécifique de la dénonciation? L'auditeur consulta ses papiers, des allégations de sous-déclaration de revenus, de déduction indue de dépenses d'exploitation et d'évasion fiscale potentielle via des sociétés écrans. Ce sont des accusations graves, monsieur Mendoza. Eduardo sentit le sang se glacer. Chacune de ces accusations était exactement le type de délit fiscal qui pourrait détruire non seulement son entreprise, mais aussi sa liberté personnelle. Et le plus terrifiant était qu'elles étaient trop spécifiques pour être inventées au hasard. Quelqu'un avait planté des preuves fausses très convaincantes. Au cours des 3 heures suivantes, Eduardo accompagna les auditeurs tandis qu'ils examinaient méticuleusement chaque dossier, chaque transaction, chaque document fiscal de l'entreprise. Carmen garda Sofia divertie à l'étage supérieur, mais Eduardo pouvait sentir la tension émanant de tout le bâtiment. Ce fut lorsque l'auditeur Robles trouva le premier document suspect qu'Eduardo comprit la véritable étendue de la conspiration contre lui. C'était une facture d'une entreprise appelée Consultoria Strategica, S.A. de CV. Pour des services qu'Eduardo était absolument certain de n'avoir jamais contractés. Monsieur Mendoza, dit l'auditeur en tenant le document, cette facture de 200 000 pesos a été déduite comme dépense d'exploitation dans votre déclaration de l'année dernière. Pouvez-vous m'expliquer quel type de conseil a été fourni? Eduardo examina le document, reconnaissant immédiatement sa propre signature, mais étant absolument certain de n'avoir jamais vu ce papier spécifique auparavant. Je n'ai jamais engagé cette entreprise, dit-il fermement. Cette signature peut sembler la mienne, mais je n'ai jamais vu ce document auparavant. La deuxième auditrice, une femme d'âge moyen, leva un sourcil. Monsieur Mendoza, c'est votre signature enregistrée auprès d'un notaire public, et nous avons 3 factures similaires d'autres sociétés de conseil. Le cœur d'Eduardo se serra lorsqu'il comprit pleinement ce qui se passait. Rodrigo avait eu accès à des documents avec sa signature pendant 15 ans. Il aurait été relativement simple pour lui ou ses complices de forger des factures convaincantes en utilisant des échantillons de signatures légitimes comme base. Je demande à examiner ces autres factures, dit Eduardo en essayant de garder son calme. Quand il vit les documents supplémentaires, l'étendue du piège devint claire. Elles provenaient toutes d'entreprises qu'il découvrirait plus tard être liées à Roberto, Carlos et Marcelo. Ensemble, les déductions fausses totalisaient plus d'1 million de pesos d'évasion apparente. Eduardo courut à son bureau, où il trouva Carmen essayant de distraire Sofia avec des jeux sur l'ordinateur. « Carmen, j'ai besoin que vous et Sofia quittiez le bâtiment immédiatement. Allez à l'hôtel d'hier et n'en sortez pas avant que je ne vous appelle. » « Que se passe-t-il » demanda Carmen en voyant la panique mal dissimulée dans ses yeux. « Ils ont planté de fausses preuves, des documents qui me font passer pour quelqu'un qui a commis de graves délits fiscaux. Si le fisc décide de m'arrêter préventivement. » Sofia se leva de sa chaise et prit la main d'Eduardo. « Ça va aller, ils ne vont pas vous emmener, n'est-ce pas » Eduardo s'agenouilla et regarda dans les yeux de l'enfant. « Sofia, te souviens-tu quand tu m'as sauvé de ces méchants hommes » Sofia hocha la tête.
Eh bien, maintenant j'ai besoin d'être aussi courageux que toi, mais j'ai besoin de savoir que vous êtes toutes les deux en sécurité pendant que je me bats contre ça. Carmen prit son sac rapidement. Eduardo, y a-t-il quelque chose que vous devez savoir? Hier, quand j'emmenais Sofia à l'école, un homme m'a approché au parking. Il a dit qu'il savait où vous gardiez vos documents les plus importants et qu'il serait préférable que je persuade Sofia d'oublier ce qu'elle a vu à la réunion. Eduardo sentit une vague de fureur. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que j'avais peur que vous fassiez exactement ce que vous faites maintenant, vous mettre encore plus en danger à cause de nous. De l'étage inférieur arriva le bruit de voix fortes et de pas lourds. Eduardo courut à la fenêtre et vit 2 voitures de police arriver au bâtiment. Partez maintenant, dit-il urgemment. Utilisez l'escalier de secours. Carmen, il y a une clé de rechange de mon appartement dans le tiroir de votre bureau. Si quelque chose m'arrive. Rien ne va se passer, dit fermement Carmen, l'embrassant rapidement sur la joue avant de prendre Sofia par la main. Parce que nous 3, nous sommes une famille maintenant, et les familles se battent les unes pour les autres. Tandis qu'il les regardait disparaître par l'escalier de secours, Eduardo entendit des pas s'approcher de son bureau. Il était temps d'affronter les conséquences du piège qu'il lui avait tendu. La porte du bureau s'ouvrit et 2 agents de la police fédérale entrèrent, accompagnés de l'auditeur Robles. Eduardo resta debout derrière son bureau, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. 20 ans de construction de sa réputation étaient sur le point de s'effondrer à cause de documents qu'il n'avait jamais vus avant ce jour. Monsieur Eduardo Mendoza, dit l'agent le plus grand, un homme aux cheveux poivre et sel avec une expression sévère. Je suis l'agent Silva. J'ai besoin que vous nous accompagniez pour témoigner des irrégularités trouvées dans votre comptabilité. Y a-t-il des indices pour l'ouverture d'une enquête pour évasion fiscale? Eduardo hocha lentement la tête. Ah, je comprends. Puis-je appeler mon avocat? Bien sûr, répondit l'agent, mais Eduardo remarqua comment lui et son collègue se positionnèrent stratégiquement pour bloquer toute tentative de fuite, mais j'aimerais préciser que la gravité des preuves trouvées suggère qu'il pourrait y avoir d'autres délits impliqués. Tandis qu'il composait le numéro de son avocat, Eduardo observa par la fenêtre et vit qu'une petite foule s'était rassemblée sur le trottoir devant le bâtiment. Quelqu'un avait alerté la presse de l'opération et maintenant, des caméras de télévision enregistraient chaque mouvement. Son humiliation serait publique et complète. Enrique Calderón, son avocat depuis plus de 10 ans, répondit au 2e appel. Eduardo, j'ai eu vent de l'opération. Je suis en route. Ne dites rien avant que je n'arrive. Enrique, murmura Eduardo en tournant le dos au policier. Ils ont planté des preuves, des documents falsifiés avec ma signature. C'est un piège élaboré. Je sais. Mes contacts au fisc m'ont informé des dénonciations anonymes. Elles sont arrivées par courrier électronique depuis des comptes non traçables, mais avec des informations trop détaillées pour être une coïncidence. Eduardo raccrocha et se tourna vers les agents. Mon avocat arrive. En attendant, je peux vous montrer des preuves que je suis victime d'une conspiration. L'agent Silva croisa les bras. Quel genre de preuves? La semaine dernière, j'ai découvert que mon superviseur administratif, Rodrigo Almeida, collaborait avec un groupe de faux investisseurs. Ils ont tenté de me tromper pour que je signe un contrat qui me ferait perdre le contrôle de l'entreprise. Quand j'ai découvert la trahison, ils ont commencé cette campagne de diffamation. L'auditeur Robles consulta ses papiers. Monsieur Mendoza, les irrégularités que nous avons trouvées datent de plus d'1 an. Elles sont antérieures à toute réunion récente avec des investisseurs. Eduardo sentit un nœud dans l'estomac. Les conspirateurs avaient planté des preuves suffisamment à l'avance pour rendre sa version des faits moins crédible. Rodrigo avait eu accès à ces documents pendant 15 ans. Assez de temps pour fabriquer un historique convaincant de délits qu'Eduardo n'avait jamais commis. Lorsqu'Enrique Calderón arriva, son expression grave confirma les pires craintes d'Eduardo. La situation est sérieuse, dit-il après avoir rapidement examiné les documents. Non seulement par la somme impliquée, mais par la sophistication de la documentation fausse. Celui qui a orchestré cela savait exactement ce qu'il faisait. Pendant l'interrogatoire au poste, Eduardo répondit à chaque question avec une honnêteté totale, mais il pouvait voir le scepticisme croissant dans les yeux des enquêteurs. Son histoire de conspirateur et de documents falsifiés ressemblait au désespoir d'un homme coupable cherchant des boucs émissaires. Monsieur Mendoza, dit l'agent Silva après 3 heures d'interrogatoire.
Avez-vous une preuve concrète que ces signatures sont des faux? Un expert qui pourrait prouver votre version? Eduardo ferma les yeux, sentant le poids de la situation. Pas encore, mais je peux prouver que je n'ai jamais eu de relation commerciale avec ces sociétés de conseil, je n'ai jamais demandé leurs services. Je n'ai jamais rencontré leurs représentants. Intéressant, dit l'agent en feuilletant les papiers, car nous avons ici un agenda de réunion qui a été trouvé sur l'ordinateur de votre ancien employé Rodrigo Almeida. Il montre diverses rencontres de votre part avec des représentants de ces entreprises au cours de l'année dernière. Le cœur d'Eduardo se serra. Rodrigo avait fabriqué non seulement des documents fiscaux, mais un historique complet de fausses relations commerciales. La conspiration était encore plus élaborée qu'il ne l'avait imaginé. Enrique Calderón lui toucha le bras. Eduardo, je dois être honnête avec vous. Les preuves contre vous sont très bien construites. Parvenir à prouver quelles sont des falsifications prendra du temps, peut-être des mois. Et d'ici là, je serai en prison. Compléta Eduardo. Cette possibilité existe, à moins que nous ne puissions trouver très rapidement quelque chose qui prouve définitivement votre innocence. Eduardo pensa à Carmen et Sofia cachées à l'hôtel, probablement en train de regarder les nouvelles de son arrestation imminente à la télévision. Il pensa à la promesse qu'il avait faite à Sofia d'être courageux comme elle l'avait été. Mais comment pourrait-il lutter contre une conspiration aussi bien orchestrée? C'est alors qu'il se souvint de quelque chose. Lors de la réunion dans la salle de conférence, quand les conspirateurs pensaient qu'il était absent, Sofia avait dit qu'elle les avait entendus parler entre eux avant son arrivée. Si elle avait été dans le couloir pendant toute l'attente des hommes. Agent. Dit Eduardo soudainement, j'ai besoin de faire un appel urgent. Je pourrais avoir un témoin qui a entendu les conspirateurs admettre leur crime. Eduardo appela Carmen, les mains tremblantes, priant pour qu'elle soit encore à l'hôtel et n'ait pas éteint son téléphone en voyant les nouvelles de sa situation. L'agent Silva autorisa l'appel en sa présence et celle du maître Calderón. Le maître Calderón, clairement sceptique quant à toute preuve qu'une enfant de 7 ans pourrait fournir. Eduardo, la voix de Carmen était chargée d'anxiété. J'ai vu les nouvelles. Sofia pleure, demandant si vous allez aller en prison. Carmen, écoutez attentivement. J'ai besoin de parler à Sofia de ce qu'elle a entendu exactement avant la réunion de mardi. Chaque mot, chaque détail qu'elle parvient à se souvenir peut être notre seule chance de prouver mon innocence. Il y eut un silence avant que Sofia ne prenne le téléphone, sa petite voix tremblante. Papa Eduardo, ça va? Les méchants hommes vous ont-ils fait du mal? Eduardo sentit des larmes se former dans ses yeux en l'entendant l'appeler papa devant les agents. Sofia, tu es très courageuse, tu te souviens? Et maintenant, j'ai encore besoin de ton courage. Peux-tu me raconter tout ce que tu as entendu ces hommes dire quand ils pensaient qu'ils étaient seuls? Oui. Sofia répondit, sa voix devenant plus ferme. J'étais en train de jouer dans le couloir parce que ma maman nettoyait les toilettes de l'étage. Ils sont arrivés bien avant vous et sont restés à parler dans la salle. Qu'ont-ils dit exactement, Sofia? Essaie de te souvenir de leurs mots. Sofia resta silencieuse un instant et Eduardo pouvait imaginer son petit visage concentré. L'homme grand a dit, l'idiot n'est pas encore arrivé, mais quand il arrivera, il signera sa propre ruine. L'homme au ventre a dit, les documents du fisc sont déjà prêts à être envoyés demain. Et le plus jeune a dit, Rodrigo a assuré que tout semblerait réel, même les dates anciennes. Eduardo regarda directement l'agent Silva, voyant un changement subtil dans son expression. Sofia, ont-ils mentionné quelque chose sur ce qu'ils feraient après que j'ai signé? Oui. L'homme grand a dit qu'après que vous auriez perdu l'entreprise, il diviserait tout en 3 parties. Et l'homme au ventre a ri et a dit que vous ne le découvririez jamais parce que vous seriez en prison pour les faux papiers. Le silence dans la salle du poste de police était total. L'agent Silva se pencha en avant. Petite fille, es-tu absolument sûre d'avoir entendu ces mots spécifiques? Oui, monsieur. J'ai une bonne mémoire. La maîtresse le dit toujours. Maître Calderón prit le téléphone. Sofia, c'est Maître Enrique, l'avocat d'Eduardo. Reconnaîtrais-tu les voix de ces hommes si tu les entendais à nouveau? Bien sûr, surtout celle de l'homme grand parce qu'il parlait très fort et se mettait facilement en colère. Eduardo reprit le téléphone. Sofia, y a-t-il autre chose dont tu te souviens? Tout détail peut être important. Ah, oui.
Ils ont parlé d'un homme appelé Antonio. Ils ont dit qu'il s'occuperait de la partie du fisc et que cela leur avait coûté beaucoup d'argent pour obtenir son aide. L'auditeur Robles, qui était resté silencieux jusqu'alors, devint visiblement mal à l'aise. Eduardo remarqua que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il organisait ses papiers. « Sofia, dit Eduardo avec précaution, ont-ils mentionné le nom complet de cet Antonio, ou non ?» Mais l'homme au ventre a dit que c'était le type aux lunettes qui allait faire semblant de trouver les faux papiers aujourd'hui. Tous les yeux se tournèrent vers l'auditeur Robles, qui tenta de garder son calme, mais était clairement en panique. L'agent Silva regarda d'Eduardo à l'auditeur et de nouveau à Eduardo. « Monsieur Robles, dit l'agent d'une voix dangereusement basse, souhaitez-vous faire un commentaire sur ce que nous venons d'entendre » Robles se leva brusquement. « C'est absurde. Allez-vous croire les fantasmes d'une enfant contre un fonctionnaire public avec 15 ans de carrière ?» Eduardo sentit une vague d'espoir. « Agent, je suggère que vous vérifiez la situation financière récente de Monsieur Robles. Je parie que vous trouverez des dépôts suspects. » J'y pensais déjà, répondit l'agent Silva en faisant signe à son collègue. « Monsieur Robles, vous allez devoir nous accompagner pour une conversation plus détaillée. » Lorsqu'ils emmenèrent Robles pour l'interroger dans une pièce séparée, Eduardo put enfin respirer. « Sofia, tu viens de me sauver la vie. Tu es la petite fille la plus courageuse et la plus intelligente que je connaisse. Cela veut dire que vous allez rentrer à la maison ?» demanda Sofia. « J'espère bien, ma petite. J'espère bien. » Maître Calderon posa la main sur l'épaule d'Eduardo. « À partir du moment où Robles parlera, et il parlera sous la pression, toute l'enquête contre vous s'effondrera. Des documents forgés par un auditeur corrompu n'ont aucune valeur légale. » 2 heures plus tard, Eduardo était libre. Robles avait avoué sous interrogatoire, révélant non seulement sa participation à la falsification de documents, mais aussi les noms des véritables cerveaux et les détails de la manière dont l'opération avait été orchestrée. Quand Eduardo arriva à l'hôtel, Sofia courut dans ses bras comme si elle était vraiment sa fille depuis des années. Carmen l'embrassa avec une intensité qui parlait de soulagement, de peur et de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Eduardo en les serrant toutes les deux dans ses bras. « Maintenant, il est temps de récupérer la nôtre. » 3 jours après sa libération, Eduardo reçut un appel qui lui glaça le sang. C'était Roberto Santana. Sa voix chargée d'une fureur mal contenue qui laissait clairement entendre que les conspirateurs n'avaient pas abandonné, ils avaient seulement changé de stratégie. « Eduardo, dit Roberto sans préambule, vous avez commis une grave erreur en interférant avec nos plans. Maintenant, les choses vont devenir personnelles. » Eduardo activa l'enregistreur qu'il avait installé sur tous ses téléphones depuis le début de l'enquête. « Roberto, je suggère que vous et vos complices vous rendiez aux autorités. Nous avons déjà suffisamment de preuves pour vous poursuivre pour fraude, falsification et corruption. » Des preuves ? Roberto rit amèrement. « Vous croyez que c'est fini, mais en réalité, ça ne fait que commencer. Nous savons où la petite étudie, nous savons où vous vivez maintenant. Si vous voulez que votre famille reste en sécurité, vous nous trouverez ce soir dans l'entrepôt abandonné de la rue industrielle numéro 247. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. « Et si vous touchez un seul cheveu de Sofia ou de Carmen ? » « Cela dépend entièrement de vous, » interrompit Roberto. « Venez seul à 21h. Apportez les documents originaux qui prouvent notre participation à la fraude fiscale. En échange, nous garantissons que rien n'arrivera à votre précieuse famille. Et si je n'apparais pas, alors demain vous recevrez un paquet avec une tresse de cheveux châtains et les choses ne feront qu'empirer à partir de là. » L'appel fut coupé, laissant Eduardo les mains tremblantes de rage et de peur. Ils avaient enlevé Sofia. Ses pires cauchemars se réalisaient. Eduardo courut à l'hôtel où il avait laissé Carmen et Sofia ce matin-là, mais lorsqu'il arriva dans la chambre, il ne trouva que Carmen attachée à une chaise, les larmes coulant sur son visage. Sofia avait disparu. « Ils l'ont emmenée » sanglota Carmen quand Eduardo défit ses liens. « Ils sont arrivés quand elle rentrait de l'école. 3 hommes. Elle a crié mon nom, mais je ne pouvais rien faire. » Eduardo serra Carmen dans ses bras, ressentant une fureur comme il n'en avait jamais éprouvé auparavant. « Ils vont payer pour ça, mais d'abord, nous allons la ramener. » À 20h30, Eduardo gara sa voiture à 2 pâtés de maison de l'entrepôt abandonné. Il avait passé l'après-midi entière à coordonner avec la police fédérale un plan de sauvetage,
mais il savait que l'opération était risquée. Sofia était en danger réel et toute erreur pourrait coûter la vie de l'enfant. L'agent Silva avait positionné des agents à des points stratégiques autour de l'entrepôt, mais Eduardo entrerait seul en utilisant un microphone caché pour transmettre tout ce qui se passerait. L'objectif était de faire avouer l'enlèvement et d'autres crimes à Roberto tout en assurant la sécurité de Sofia. Lorsqu'Eduardo arriva à la porte de l'entrepôt, ses jambes tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. Il poussa la porte rouillée et entra dans l'espace sombre et poussiéreux. Au centre de l'entrepôt, une unique lampe suspendue créait un cercle de lumière tamisée. Sofia était assise sur une chaise au centre du cercle, ses mains liées derrière le dos, mais ses yeux brillaient de bravoure. Quand elle vit Eduardo, elle ne pleura ni ne cria, elle dit juste « Je savais que vous viendriez me chercher. » Papa. Roberto, Carlos et Marcelo émergèrent des ombres, chacun positionné stratégiquement pour bloquer les voies d'évacuation possibles. Roberto tenait une enveloppe Kraft. « Très bien, Eduardo, dit Roberto. Tu as apporté les documents. » Eduardo leva une mallette en cuir. « Les voici. Maintenant, relâchez Sofia. » D'abord les documents, dit Carlos, s'approchant avec une arme à la main. Et ensuite, tu signeras une confession, assumant que tu as inventé toute l'histoire de fraude pour nuire à notre réputation. Eduardo regarda Sofia, qui fit un geste presque imperceptible de la tête. C'était un signal qu'ils avaient convenu. Si elle bougeait la tête, cela signifiait qu'elle était prête pour ce qui allait arriver. Vous croyez vraiment que je vais signer quelque chose tant que vous menacez une enfant ? Demanda Eduardo en gagnant du temps. Marcelo rit. Tu n'as pas le choix. Tu signes ou la petite subira les conséquences. C'est à ce moment que Sofia démontra l'intelligence et le courage qui avaient sauvé Eduardo la première fois. D'un mouvement rapide que personne n'attendait, elle donna un coup de pied puissant à la lampe, plongeant l'entrepôt dans l'obscurité totale. Dans le chaos qui s'ensuivit, Eduardo cria « Maintenant !» au micro. Et les portes de l'entrepôt explosèrent lorsque les agents fédéraux firent irruption, lampes de poche et armes à la main. En moins de 2 minutes, Roberto, Carlos et Marcelo étaient menottés au sol tandis qu'Eduardo courait pour libérer Sofia de ses liens. Quand il la serra dans ses bras, elle murmura « J'ai dit que nous étions une famille et les familles se protègent. » 2 semaines après le sauvetage à l'entrepôt, Eduardo était assis sur un banc de parc près de la nouvelle école de Sofia, l'observant jouer avec d'autres enfants sur l'aire de jeu. Carmen était à ses côtés, sa main entrelacée avec la sienne dans une intimité qui avait grandi naturellement pendant ces jours intenses de reconstruction. L'entreprise n'avait pas seulement survécu à la crise, elle avait prospéré. La couverture médiatique de la conspiration avait généré une vague de solidarité et de nouveaux contrats avec des clients admirant l'intégrité d'Eduardo face à l'adversité. Plus important encore, l'expérience avait complètement transformé sa perspective sur ce qui importait réellement dans la vie. Tu es pensif, observa Carmen en étudiant son profil tandis qu'il observait Sofia construire des châteaux de sable avec une enfant de son âge. Je pense à la façon dont ma vie a complètement changé en 5 semaines, répondit Eduardo, il y a 5 semaines, j'étais seul, désespéré, sur le point de perdre tout ce que j'avais construit. Aujourd'hui, tu as une famille, compléta doucement Carmen. Eduardo se tourna pour la regarder, voyant non seulement de la gratitude dans ses yeux, mais un amour véritable, le genre d'amour qu'il avait cherché toute sa vie sans savoir qu'il le cherchait. Carmen, il y a quelque chose que je dois te demander depuis des jours. Il se leva et, à sa surprise, s'agenouilla sur l'herbe devant le banc. De la poche de sa veste, il sortit une petite boîte en velours bleu. Eduardo, qu'est-ce que tu fais ? Murmura Carmen, ses mains se levant pour couvrir sa bouche. Carmen Santos, toi et Sofia êtes entrés dans ma vie comme un ouragan de courage et d'amour. Vous m'avez appris que la vraie richesse ne réside pas dans les contrats ou les investissements, mais dans les personnes qui sont prêtes à se battre pour vous, même si cela signifie mettre leur propre vie en danger. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Carmen tandis qu'Eduardo ouvrait la boîte, révélant une bague de fiançailles élégante mais discrète. Veux-tu m'épouser ? Non pas parce que tu as besoin de protection ou de sécurité, mais parce que je t'aime et que j'aime Sofia comme si elle était ma fille biologique. Avant que Carmen ne puisse répondre, Sofia apparut en courant, ayant remarqué le mouvement dans le parc. « Maman, pourquoi tu pleures ? Papa Eduardo, pourquoi est-il par terre ?» Eduardo sourit à travers ses propres larmes. « Sofia, je demande à ta maman de m'épouser. »
Cela signifie que je serai officiellement ton père et que nous trois serions une vraie famille pour toujours. Qu'en penses-tu? Sofia poussa un cri de joie qui fit se retourner plusieurs personnes dans le parc. Oui, oui, oui. J'ai toujours voulu un vrai papa. Carmen rit à travers ses larmes. Eh bien, je crois que cela répond pour nous deux, elle tendit sa main tremblante, permettant à Eduardo de placer l'anneau à son doigt. Oui, Eduardo. Oui, à tout. Lorsqu'Eduardo se leva et embrassa Carmen, Sofia se jeta dans les bras des deux, créant une étreinte familiale qui scella officiellement l'union qui avait commencé avec un café renversé et un murmure courageux. Plus tard, cette nuit-là, dans l'appartement qu'il partageait désormais, Eduardo borda Sofia dans le lit de sa nouvelle chambre, une chambre qu'il avait décorée avec tout l'amour qu'un père pouvait ressentir. « Papa Eduardo », dit Sofia, s'ajustant sous les couvertures roses qu'elle avait choisies. « Vous souvenez-vous quand j'ai dit que vous étiez idiot de faire confiance à ces méchants hommes ?» Eduardo rit. « Je me souviens. » Eh bien, je me suis trompé. Vous n'êtes pas idiot. Vous aviez simplement un très grand cœur et vous faisiez confiance aux bonnes personnes comme moi et maman. Eduardo embrassa son front. Sofia, sais-tu ce que j'ai appris avec tout ça? Quoi? Que parfois les interruptions les plus inattendues sont exactement ce dont nous avons besoin pour trouver notre vraie famille. Et parfois, répondit Sofia avec la sagesse surprenante d'une enfant de 7 ans, les familles se trouvent dans les endroits les plus étranges, comme dans une salle de réunion pleine d'hommes méchants. Exactement, hocha la tête Eduardo. Maintenant, dors, ma petite héroïne. Demain, nous avons toute une vie d'aventure qui nous attend. Lorsqu'Eduardo sortit de la chambre de Sofia, il trouva Carmen qui l'attendait dans le couloir, portant une simple robe de chambre, mais semblant plus belle que toute femme qu'il n'avait jamais vue. Merci, dit-elle simplement. Pourquoi? Pour nous avoir donné la famille dont nous avons toujours rêvé, pour avoir prouvé qu'il existe encore de bons hommes dans le monde, pour aimer Sofia comme si elle était la vôtre depuis le premier jour. Eduardo la tira dans ses bras. Carmen, c'est à vous que je devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé d'une vie vide que je ne percevais même pas que je vivais. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers la chambre qu'ils partageaient maintenant, Eduardo regarda une dernière fois vers la porte de la chambre de Sofia. En 5 semaines, il avait gagné non seulement une entreprise prospère, mais une famille qui valait plus que tous les contrats du monde. La conspiration qui avait failli le détruire, ironiquement, lui avait donné le plus beau cadeau de sa vie, le véritable amour et la paternité qu'il avait toujours secrètement désiré. 6 mois après sa libération, Eduardo était debout dans la même salle de conférence où tout avait commencé, mais elle avait été complètement transformée. Les murs étaient décorés de dessins colorés que Sofia avait faits à l'école et une photo de famille était fièrement exposée sur la table en acajou. Carmen, maintenant son épouse depuis 3 mois, était à ses côtés, révisant les documents de leur nouvelle initiative entrepreneuriale. La fondation Mendoza Santos avait été créée pour protéger d'autres entrepreneurs de coups similaires à celui qu'Eduardo avait affronté. Utilisant l'expérience douloureuse qu'ils avaient vécue, ils avaient développé un système de conseil gratuit qui aidait les petites et moyennes entreprises à identifier les fraudes potentielles avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Carballo va arriver dans 15 minutes, dit Carmen en vérifiant l'agenda. En tant que directrice exécutive de la fondation, elle avait démontré un talent naturel pour l'administration qui avait surpris même Eduardo. Il soupçonne que ses partenaires tentent de l'expulser de sa propre entreprise. Eduardo hocha la tête, organisant les papiers sur la table. Chaque cas qu'il traitait lui apportait une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie dans ses affaires précédentes. Il ne s'agissait plus seulement de profit, mais de protéger des familles et des rêves d'être détruits par des personnes sans scrupules. Sofia entra en courant dans la salle, vêtue de son uniforme scolaire et portant un sac à dos rose qu'Eduardo avait acheté pour célébrer ses excellentes notes au premier semestre. À 8 ans, elle était devenue une élève brillante, mais elle conservait la même bravoure et la même intuition aiguisée qui avait sauvé Eduardo ce jour fatidique. « Papa, maman », dit-elle avec animation. Aujourd'hui à l'école, la maîtresse nous a demandé d'écrire sur nos héros. J'ai écrit sur vous deux. Eduardo s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Sur nous? Pourquoi? Parce que vous m'avez appris qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, cela signifie faire ce qui est juste même quand on a peur. Et vous m'avez aussi montré que les vraies familles se choisissent avec le cœur. Carmen s'agenouilla à côté d'Eduardo, serrant Sofia dans ses bras. Et toi, tu nous as appris que parfois les enfants peuvent être plus sages que les adultes.
L'interphone de la table sonna doucement. « Monsieur Eduardo » dit la voix de la nouvelle secrétaire, « Monsieur Carballo est arrivé. » Eduardo se leva, mais avant d'appeler le client, il regarda autour de la salle qui avait été témoin de tant de drames et de transformations. Le contrat qui avait failli tout coûter à Eduardo était encadré au mur, non comme un trophée, mais comme un rappel que toutes les affaires qui semblent bonnes ne le sont pas réellement. « Sofia, dit-il, tu veux rester et voir comment nous aidons d'autres personnes ?» Ses yeux brillèrent. « Je peux, je promets, rester très silencieuse. » « Bien sûr, après tout, tu es notre consultante experte en détection de mauvaises personnes. » Lorsque M. Carballo entra, un homme d'âge moyen avec une expression préoccupée et des papiers froissés dans les mains, et Eduardo le reçut avec le genre de compréhension que seul quelqu'un ayant traversé une expérience similaire peut offrir. « Monsieur Carballo, bienvenue. Voici ma famille, Carmen et Sofia. Nous comprenons exactement ce par quoi vous passez. » Pendant la consultation de 2 heures qui suivit, Eduardo et Carmen travaillèrent ensemble comme une équipe parfaite, identifiant rapidement les signes que M. Carballo était victime d'une fraude élaborée similaire à celle qu'Eduardo avait affrontée. Sofia, fidèle à sa promesse, resta immobile, mais ses yeux attentifs ne perdaient aucun détail. Lorsqu'ils eurent élaboré un plan pour protéger l'entreprise de M. Carballo, Eduardo ressentit la même satisfaction profonde que celle qu'il avait ressentie le jour où il avait démasqué Roberto et ses complices. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit M. Carballo, serrant fermement la main d'Eduardo. « Vous venez de sauver 20 ans de travail et l'avenir de ma famille. » Après son départ, Sofia s'approcha de la fenêtre et regarda la rue animée en contrebas. « Papa, croyez-vous qu'il y a encore beaucoup de mauvaises personnes qui essaient de tromper les bonnes personnes ?» Eduardo la prit dans ses bras, suivant son regard vers la ville qui s'étendait devant eux. « Malheureusement oui, ma petite, mais sais-tu ce que j'ai appris ? » « Quoi ? » « Que pour chaque mauvaise personne, il y a beaucoup plus de bonnes personnes prêtes à aider. Comme toi et ta maman m'avaient aidé, comme nous aidons maintenant d'autres personnes. » Carmen se joignit à eux à la fenêtre, les enveloppant tous les deux dans ses bras. « Et le plus important, c'est que lorsque les bonnes personnes s'unissent, elles gagnent toujours à la fin. » Sofia réfléchit un instant, puis sourit avec la sagesse qui l'avait rendue spéciale depuis le début. « Alors c'est pour ça que les familles sont importantes, parce que seuls nous ne sommes que de bonnes personnes, mais ensemble nous sommes des héros. » Eduardo embrassa le dessus de la tête de Sofia, regardant à travers la fenêtre vers l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. L'entreprise prospérait, la fondation aidait des dizaines de familles par mois, et il avait découvert que la vraie richesse ne résidait pas dans les contrats ou les investissements, mais dans les câlins qu'il recevait chaque soir en rentrant à la maison. Cet après-midi tendu de mardi, quand une enfant courageuse interrompit une réunion avec un plateau de café, avait marqué non seulement la fin d'une conspiration, mais le début de la famille qu'Eduardo n'avait jamais su qu'il avait toujours désiré. 5 semaines avaient suffi pour changer 3 vies pour toujours. Et maintenant, regardant vers l'avenir avec sa femme et sa fille à ses côtés, Eduardo savait que les meilleures aventures de la vie étaient encore à venir. Parfois, les interruptions les plus inattendues sont exactement ce dont nous avons besoin pour découvrir qui se soucie vraiment de nous. Et parfois le courage d'une enfant peut sauver non seulement des fortunes, mais des vies entières. La salle de réunion qui avait failli tout coûter à Eduardo était maintenant un symbole de la façon dont le véritable amour peut triompher de toute conspiration. Et sur le mur, à côté du contrat encadré, une photo de famille souriait, rappelant à tous les visiteurs que les affaires les plus importantes de la vie n'impliquent pas d'argent, mais des cœurs.